Ah, la belle époque. La belle époque des chercheurs, plusieurs fois immortels, des inventeurs, familles nombreuses, qui, dans les domaines les plus variés, sont pères d'inventions capitales. La belle époque de Monsieur Tout-le-Monde, dépassé par le progrès, découvrant aux expositions les contingents toujours renouvelés de machines fabuleuses. Et cela depuis la découverte de l'électricité. Décidément, cette fée a plus d'un tour au bout de sa baguette magique. Tiens, le téléphone. Invention de M. Graham Bell, 1876. Le professeur Bell a réalisé cette année 1876 des expériences concluantes. À cette date, on connaissait déjà des moyens sûrs de transmission des messages. Il y a presque un siècle que le télégraphe de Chappe a permis à la Convention d'apprendre en moins de 2 heures la victoire de Condé-sur-Escaut. Le télégraphe électrique fonctionne dans toutes les communes de France et un réseau de câbles relie déjà les continents. Ce que l'on cherche dans le monde entier, c'est le moyen de transmettre la parole. D'une façon moderne, à la vitesse de la lumière. Dans le passé, on a surmonté l'obstacle de la distance, ou bien par la puissance du son, et c'est Roland s'époumonnant à Roncevaux, c'est l'humoriste Alphonse Allais proposant aux hommes d'appeler les Martiens en poussant un grand cri tous ensemble, ou bien en faisant passer les nouvelles de relais en relais, comme les annonceurs gaulois mentionnés par Jules César. Dès le XVIIe siècle, on a réussi à transmettre la voix humaine, pas bien loin, à l'aide de 2 petits tambours reliés par une ficelle. Le physicien Hooke s'est efforcé d'établir la théorie de ce téléphone. En 1782, un moine français, dont Gautier, expérimente la transmission de la voix par des tubes. C'est un moyen très sûr, encore employé de nos jours dans la marine ou dans les mines. Quant au téléphone moderne, il va naître des progrès en électromagnétisme. On sait créer un courant électrique en déplaçant un barreau de fer aimanté à l'intérieur d'une bobine. On sait que le courant électrique peut transformer un barreau de fer en aimant. Dès 1837, 2 physiciens américains, Henry et Page, ont inventé la musique galvanique, produite par une barre de fer soumise à des aimantations successives très rapides. Le physicien suisse de Larive et le français Froment poursuivront leurs recherches. En 1854, le monde scientifique n'est pas troublé, hélas, par le numéro de l'Illustration du 26 août. Charles Bourseul, ingénieur français, y expose une excellente voie de recherche. Imaginez que l'on parle près d'une plaque mobile assez flexible pour ne perdre aucune des vibrations produites par la voix. Que cette plaque établisse et interrompe successivement la communication avec une pile. Vous pourrez avoir à distance une autre plaque qui exécutera en même temps et exactement les mêmes vibrations. Bourseul n'inventa pas le téléphone, mais il lui consacrera néanmoins sa carrière et assumera la fonction de directeur général des postes et télégraphes. 1860, Hambourg. Ce n'est pas encore le téléphone, bien que le mot soit employé, mais l'appareil de Philippe Reis, qui applique en fait exactement la théorie de Bourseul, permet une bonne transmission des notes de musique.
À la membrane de l'émetteur est fixée une aiguille qui va établir des contacts électriques, donc le passage d'un courant. Quant au récepteur, c'est une simple tige de fer de la taille d'une aiguille à tricoter qui va vibrer sous l'effet du courant. L'aiguille à tricoter de Rice fit la renommée de son inventeur, mais elle ne résout pas le problème de transmission de son modulé comme la voix humaine. Ce problème sera résolu, on le sait, par Graham Bell. En 1871, 5 ans avant Bell, l'Italien Meucci a demandé un brevet provisoire pour son télétrophone. Mais, peut-être faute d'argent, il n'a pas construit son appareil ni renouvelé ses droits. Un autre Italien, Manzetti, aurait, dit-on, fait fonctionner un télégraphe parlant. L'homme qui contestera le plus énergiquement la paternité de Bell sur le téléphone, c'est son compatriote Elisha Gray, qui a réalisé un téléphone très proche de celui de Bell et qu'il a déposé lui aussi au bureau des patentes de Chicago le 14 février 1876, 2 heures après Graham Bell. Originaire d'Écosse, né en 1847, Graham Bell est passionné très tôt par les mécanismes de la parole, qu'ont étudié déjà son père et son grand-père. Ayant émigré aux États-Unis, il devient professeur de physiologie vocale à Boston. À partir de 1871, il mène des recherches sur le télégraphe puis sur le téléphone. Non content de la célébrité mondiale qu'il doit au téléphone, il s'illustrera aussi en médecine, il construira des avions et même un sous-marin. Il ne cessera d'inventer et d'expérimenter jusqu'à sa mort en 1922. Le premier téléphone de Bell, utilisant le principe d'induction magnétique, est constitué de 2 appareils identiques reliés l'un à l'autre. Chaque appareil comporte une membrane métallique vibrant devant un barreau de fer aimanté entouré d'une bobine. Les vibrations de la membrane de l'émetteur créent un courant induit variable qui va faire vibrer la membrane du récepteur. Le système est réversible. Le téléphone à main est construit sur le même modèle. Barreau de fer. Dans la tête du bilboquet, une petite bobine de fil de cuivre reliée à la ligne et, à l'extrémité de ce système, une plaque métallique qui va vibrer suivant les inflexions de la voix au départ et les restituer à l'arrivée. Ce téléphone, lors de sa création, est inutilisable sur les très longues distances car il fonctionne avec des courants trop faibles. Un autre type d'appareil a été essayé avec succès par les 2 concurrents, Elisha Gray et Graham Bell. Appareil dit à conjoncteur liquide. Le principe, utiliser les vibrations de la voix pour faire varier la résistance d'un circuit électrique, donc le courant qui le traverse. À la membrane du parleur est fixée une tige conductrice. Le circuit traverse un liquide conducteur. Suivant les mouvements de la membrane, la distance entre les 2 tiges varie et varie aussi la résistance du circuit. Le récepteur est identique à ceux que nous avons vus précédemment, barreau de fer, bobine, membrane. Dans cet appareil, une peau tendue supporte la membrane métallique. Dans celui-ci, la membrane est tout entière en métal. C'est avec un téléphone de ce type
que fut réalisée la première transmission de la parole entre Graham Bell et son assistant Watson. Le principe du conjoncteur liquide sera vite abandonné. Le téléphone de Bell va rapidement être complété par un transmetteur sensible, on dit maintenant un micro, mis au point par un inventeur célèbre, Thomas Edison. Le micro d'Edison est constitué d'une pastille de charbon en poudre, en contact avec une lame de platine servant de membrane. Les faibles variations de pression du graphite entraînent des variations importantes de la résistance du circuit. Edison eut aussi l'idée d'ajouter au téléphone une bobine d'induction, qui permit, grâce à des courants électriques plus puissants, la communication à longue distance. Edison, pionnier de l'électricité, inventeur de l'ampoule, du phonographe, ne désespérait pas de mettre au point son téléphote, ce que nous appelons télévision. Un autre transmetteur fut réalisé par David Hughes, qui le baptisa microphone. Hughes, anglais d'origine, est déjà connu pour ses inventions dans le domaine du télégraphe. Son microphone est d'une simplicité incroyable. C'est la vibration d'une barre de charbon pointue qui provoque des variations d'intensité dans le circuit. La planchette horizontale sert de résonateur. Les chroniqueurs émerveillés relatent que le bruit léger des pattes d'une petite mouche ordinaire est entendu avec une netteté telle qu'on ne saurait s'y tromper, quand bien même la distance est de plusieurs kilomètres. Il faut être connaisseur en matière de mouches. Les micros à crayon, inspirés par celui de Hughes, seront employés pendant plus de 40 ans. En France, c'est Clément Ader, mais oui, le pionnier de l'aviation, qui en réalisa la meilleure version commerciale. Né en 1841, Ader hésita entre la carrière d'artiste et celle d'ingénieur. Il a dessiné personnellement les croquis et schémas de ses inventions. Il est titulaire de plus de 200 brevets sur le téléphone. Le plus important concerne son poste de 1880. Grâce à cet appareil, les visiteurs de l'exposition universelle de 1881 pouvaient écouter les spectacles de l'opéra, en direct bien sûr, et même en stéréophonie, car aux deux écouteurs correspondaient deux micros disposés des deux côtés de la scène de l'opéra. Plus tard, c'est de chez soi que l'on put assister au spectacle, concerts, opéras, théâtre, par l'abonnement au théâtrophone. Celui-ci connut un grand succès jusqu'au développement de la radio qui l'éclipsa vers 1930. Moins de 10 ans après l'invention du téléphone, d'excellents micros fonctionnaient. Et il faut citer, outre ceux d'Edison et de Hughes, les noms de Huning, Berliner et Boursel, avec un rien de chauvinisme. En France, après celui de Clément Ader, qu'on a déjà présenté, mais surtout après que l'État eut pris en charge la totalité des réseaux téléphoniques en 1889, de nombreux appareils virent le jour, plus ingénieux les uns que les autres. L'administration imposa dès 1892 des spécifications techniques. Les constructeurs d'appareils continuèrent de proposer au public un nombre impressionnant de modèles, inspirés souvent plus par une recherche esthétique que par le progrès technique. Cela pour la plus grande joie et le grand tourment des collectionneurs d'aujourd'hui.
Ce n'est qu'en 1924 que la standardisation s'impose avec un modèle unique pour réseau à batterie centrale. Inventé en 1876, le téléphone fut d'abord utilisé pour des liaisons entre deux postes. Mais on comprit très vite l'intérêt de pouvoir joindre n'importe quel correspondant. C'est ainsi que naquit la commutation, technique de liaison entre les différents utilisateurs. Les premiers équipements furent manuels. Tous les abonnés furent reliés à un bureau central de commutation, desservi par une opératrice le jour et la nuit par un opérateur. Puis, peu à peu, ce travail fut réservé aux femmes qui devinrent, pour leurs contemporains, les demoiselles du téléphone. Le génie de quelques-uns, le travail de beaucoup d'autres, ont permis par la suite l'immense développement du téléphone. Plus belle réponse de la science au désir humain de communication. C'est toi? Allô, allô, Jen? C'est toi? C'est qui téléphone à 6 heures? Allô, Olga? Téléphonera Sylvie. Vous pourriez pas me passer le 22, Agnès? Gaston, y a le téléphone qui sonne. Allô, c'est un cœur qui vous parle. J'écoute. Allô, la popote? Allô, allô, à l'oreille. Mon chéri. Mon chéri, 2 fois? Téléphonez-moi. Bah, allô, tu m'entends? Est-ce qu'il fait beau? Ça nous t'entend? Ouais, madame, bonjour chez vous.